WizEven donne la parole à ceux qui créent l'événement. Un invité, 10 minutes, 5 questions, c'est All Access, votre dose d'événementiel pour la journée. Je suis Pierre-Henri Deballon, le cofondateur de WizEven. On reçoit aujourd'hui Cyril Salomon, le cofondateur et le CEO de iEvents. Salut Cyril. Salut. Parle-nous de Montagne en Seine Offshore Festival, qui sont les principales productions de iEvents, et raconte-nous iEvents aussi derrière. Alors, iEvents, c'est une entreprise que j'ai créée avec mon associé Manon Grimwood en 2013. Et en fait, nous, l'objectif, c'était vraiment d'apporter la montagne en ville. On est passionnés de montagne avec Manon. Et en fait, on a décidé de le faire à l'époque sous forme d'un festival de films de montagne, donc avec diffusion de documentaires liés au sport de montagne et intervention sur scène des différents protagonistes. On a lancé ça au Grand Rex. On était assez ambitieux à l'époque. Et en fait, c'était plein dès la première édition, ce qui nous a poussé en fait à nous dire qu'il fallait continuer cette aventure à plein temps. Et ensuite, on a décidé de le faire en tournée. Donc, d'abord dans 8 villes en France, puis on a rajouté des villes en France avant de le développer à l'international. Aujourd'hui, on est présent dans 18 pays, plus de 150 villes. Et on a rassemblé l'an dernier près de 100 000 spectateurs pour l'édition. Et il y a 3 ans, on a lancé également le Offshore Film Festival, qui est le même concept que Montagne en Seine, mais sur les films liés au sport nautique, donc le surf, le kitesurf, la plongée, et qu'on a développé également à l'international dans les pays où on était présent. Et alors toi Cyril, donc tu as créé cette structure parce que tu étais passionné de montagne, mais est-ce qu'aller vers l'événementiel et la production, c'est quelque chose qui était naturel pour toi, ou est-ce que ça s'est fait par pur hasard? Parle-nous un petit peu de ton parcours avant ce projet. Ouais, alors en fait, moi, c'est vraiment par pur hasard. J'avais pas du tout une vocation en fait à travailler dans l'événementiel. Moi, je suis vraiment venu à ce projet en fait plutôt par la passion de la montagne et des films de montagne en fait. Et ça, j'ai toujours adoré en fait partager avec mes amis, mes proches, les films que j'aimais bien. J'étais vraiment prescripteur en fait, partager avec eux. Donc c'est né de cette envie de partager. Et par ailleurs, en fait, moi, j'ai fait une formation d'entrepreneuriat. J'ai fait HEC entrepreneur. Et en fait, c'est à ce moment-là, en fait, en fin d'études, où du coup, je me suis dit, tiens, mais il n'y a rien sur la montagne à Paris, il faut amener la montagne à Paris. Et du coup, ça s'est fait à travers l'événementiel. Le modèle qu'on comprenne bien, comment, un festival de films comme ça, documentaire, fonctionne. Est-ce que tu payes les documentaires ou est-ce que les documentaires, te sont mis à disposition gratuitement? Et puis, ça c'est une première question, et puis assez lié à ça derrière, sur les sources de revenus, donc bien évidemment les spectateurs, mais est-ce que les partenariats jouent un rôle clé derrière pour que le modèle, soit pérenne? Ouais, tout à fait, en fait. Donc, effectivement, on rémunère les films. Voilà, c'est normal. C'est vrai que nous, on est 5 salariés dans la structure à en vivre. Donc, je trouve ça normal aussi de rémunérer les personnes qui nous permettent d'amener la montagne en ville. Donc, on paye les films. Et par ailleurs, on a dans le modèle, en fait, effectivement, donc il y a les entrées, nous on vend les places 16 euros. Et par ailleurs, on a des partenaires en fait qui communiquent. C'est vrai qu'on a une audience qui est très qualifiée, très ciblée, qui sont vraiment des passionnés de montagne, urbains. Et donc, on a des stations de ski qui communiquent chez nous, comme les Trois-Vallées. On a Au Vieux Campeur qui est là depuis des années aussi. Scott pour la partie plus équipement. Voilà, donc on a toute une liste en fait de gens qui, en plus, on a la chance, ils ont été très fidèles à travers les éditions et on a principalement les mêmes qu'au tout début. Aujourd'hui, on le connaît sous Montagne en Seine, mais je crois qu'historiquement, l'événement s'appelait la Nuit de la Montagne. Raconte-nous comment vous avez dû changer de nom, et puis ce que tu en as appris, et si c'était à refaire, est-ce que tu le referais différemment? Ouais, c'est sûr, c'est vrai que nous, donc on a eu juste une édition en fait avec la Nuit de la Montagne, et c'était un peu proche d'un événement que je citerai pas, mais qui était un événement également qui avait tendance à montrer des films de montagne, pas seulement, mais notamment des films de montagne. Donc il pouvait y avoir confusion. Et en fait, on a fait notre première édition sans problème. Par contre, ensuite, quand il a vu qu'on faisait une deuxième et qu'il s'est dit oulala, ça prend de l'ampleur, là, on a commencé à avoir des petites menaces. Et des pressions aussi sur le Grand Rex pour pas qu'on puisse avoir lieu. Du coup, ça nous a vraiment forcé en fait à changer de nom. Et c'est vrai que finalement, en y réfléchissant, en fait, on s'est dit, rien que le fait qu'il puisse y avoir confusion, en fait, ça nous desservait également parce qu'en fait, le but c'était pas du tout de copier cet événement-là. Et c'est vrai que quand on se lance, je pense qu'on peut avoir tendance à se dire, oh, même si c'est un peu proche, c'est pas très grave. Et en fait, nous, ça a été vraiment très compliqué. Il a fallu
C'était à moins d'un mois de l'événement, donc il a fallu refaire toute la communication du festival, changer le nom du site internet, donc on n'avait plus de référencement. Enfin voilà, c'était vraiment compliqué. À un mois de l'événement, ça a vraiment mis en péril en fait ce qu'on Ça avait s'est fait commencé à ça lancer. s'est fait à un mois de l'événement, Cyril, parce Ouais, que à c'est peine même, c'est 3 semaines. à cause de pression juridique à ce moment-là? C'est Ou ça. est-ce que ouais, c'est ça, OK. Ouais. C'est que du coup, là, la pression était trop forte et là, vous avez dit: «OK, on est obligé de changer». En fait, il a fallu transiger. C'était parce que si on partait dans un combat juridique, on pouvait pas non plus avoir lieu. Euh, voilà, parce qu'on n'aurait pas eu le temps de le régler d'ici là. Et du coup, en fait, on a préféré se dire, ok, on a trouvé le nom Montagne en Seine qui finalement nous plaisait bien. On trouvait que ça fonctionnait bien. Et on s'est Et dit, ok, qui il faut aujourd'hui, être tu le disais, renforce peut-être même l'identité et la force de tout ce concept et de cette marque? exactement. C'est-à-dire qu'en fait, finalement, assez vite, ça a été adopté. Ça ressemble pas à d'autres événements. On est bien identifié en tant que tel. Et donc finalement, ce changement de nom, en fait, ça a été une aubaine. Sur le coup, on l'a assez mal vécu. Ça a été vraiment un moment compliqué. Mais rétrospectivement, c'était une aubaine. Et c'est vrai qu'autour de moi, je vois quand même pas mal d'entreprises qui ont des problèmes de nom. Ce fait, ces changements de nom, c'est hyper fréquent. Et puis ça Et fait peur parce qu'on a l'impression de repartir à ouais, zéro. On se dit que tout vraiment. ce qu'on a construit, va s'écrouler. Au niveau de la marque, on avait l'impression, on avait fait une super première édition, on avait vraiment l'impression d'avoir construit quelque chose autour de la marque. Et le moment où on doit changer, on a effectivement l'impression qu'on repart à zéro. Alors, c'était pas tout à fait vrai, mais c'est vrai que c'est gênant. Et donc, du coup, à refaire, clairement, je serais beaucoup plus vigilant sur le nom pour un lancement. Bon, en tout cas, c'est intéressant de voir comment vous avez dû, gérer cette partie-là. Tu le disais, une de vos particularités, c'est d'être présent dans beaucoup de pays. Avec cette crise du Covid, comment vous avez, réussi à naviguer et à maintenir ou pas vos événements et dans chacun de ces pays, et notamment avec cette contrainte qui, j'imagine, diffère d'un pays à l'autre? Bah, c'est sûr que c'est très compliqué. Faut quand même savoir, une chose, c'est que nous qui sommes présents dans 18 pays d'Europe, la France était le pays le plus déconfiné d'Europe, en tout cas à partir du mois de juin et jusqu'à octobre. Ce qui nous a permis de faire une belle édition, en septembre qu'on avait décalée, qui devait avoir lieu en avril et qu'on a décalé en septembre. Quasiment le seul pays en Europe où on a pu le faire, c'est la France, hem et un petit peu la Suisse. Pour le reste, on a quasiment tout annulé à l'international, à part au Danemark où en fait on a fait un modèle un peu différent où l'événement a été pris en charge localement, mais nous on pouvait plus aller au Danemark, donc on l'a organisé localement. Et la République tchèque où pareil on avait quelqu'un sur place. Voilà. Maintenant, tous ces pays-là sont aussi en train de se refermer, la France également. Du coup, en fait, on essaie de s'adapter nous en essayant de proposer un événement qui résiste au couvre-feu. Donc ça, on est en train de travailler dessus en ce moment, D'accord. avec un événement court qui nous permettrait de terminer avant 20h15, en fait, pour que les gens aient le temps de rentrer chez eux. Voilà, le concept, c'est de faire un best-of des éditions qu'on a fait précédemment. Voilà, on s'est dit plutôt que de faire un montagne en scène au rabais, raccourci, sans intervention, ce qu'on va faire, c'est un best-of. On va choisir les tout meilleurs films qu'on a montrés dans le passé et on va en faire un package de 2 heures en allant filmer en fait les sportifs chez eux, en conditions en fait, donc en paroi, les skis au pied, pour faire les transitions, pour pas avoir à faire de tournée. Voilà, donc c'est ce qu'on est en D'accord. train d'essayer de monter. Au même titre que je crois qu'il y a un projet de lancement d'une plateforme VOD. Ouais, Finalement, l'idée, c'est aussi de capitaliser sur ces éditions passées et sur les contenus, tout à fait. que vous avez agrégés. Voilà, donc il y a à la fois potentiellement donc une plateforme VOD parce qu'il y a énormément de gens chez eux le soir après 21h qui ont vraiment envie de s'évader. Et c'est vrai que nous, on a une mine de contenu qu'on a montré, qu'on a apprécié. Donc l'idée serait de les remettre en avant, d'aider les gens à les trouver. Et par ailleurs aussi, on travaille également sur un projet de VOD pour les pays où on n'a pas pu aller, où on espérait faire l'édition en décalé, mais vu que c'est en train de se refermer et qu'on ne sait pas quand est-ce que ça pourra rouvrir, de potentiellement se faire de la VOD, par exemple pour l'Angleterre, pour l'Irlande, avec l'édition qu'on aurait dû faire là-bas en avril dernier, et de le proposer en ligne. Voilà, ça c'est plus une alternative. Après, nous, on pense que ça remplacera jamais le live. C'est tellement différent d'être tout seul chez soi sur son ordinateur. Mais ça peut faire un bon complément également pour les gens qui auraient raté l'opportunité de venir. Ça peut faire un bon complément après le festival. Et pour vous, c'est une occasion aussi de maintenir, j'imagine, les partenaires à vos côtés, le temps de passer ce moment compliqué? La VOD, pas tellement, parce que en fait,
c'est que c'est pas tout à fait pareil de faire une publicité VOD que quelqu'un peut skipper par rapport à une publicité sur un grand écran. En plus, nous, les partenaires, souvent, ils ont des stands, ils sont présents physiquement. Donc pas tellement sur les partenariats. Après, on a vu, nous, les partenaires sont très, très demandeurs parce que déjà, par fidélité, ils ont vraiment envie de nous soutenir. Et également pour certains, parce que c'est clé de communiquer en cette période, notamment pour les stations, par exemple, de communiquer sur la saison à venir. Du coup, il y a une vraie demande de leur part. Et donc, sur un événement best-of, par exemple, si on arrive à le maintenir, il y a une vraie demande de leur part d'être présent d'une manière ou d'une autre. Bah, écoute, Cyril, merci. C'était très intéressant de voir comment, de mieux comprendre déjà comment, un festival de films comme ceux que tu montes, fonctionne et puis d'avoir vu comment, dans le contexte actuel, c'est intéressant aussi de savoir que la France et la Suisse étaient les pays peut-être les plus ouverts, ce qu'on n'a pas forcément conscience quand on est, sur place, mais d'avoir ce retour, d'expérience sur les autres pays, c'est intéressant et puis ce changement de nom et comment vous l'avez géré. À quelle date est, la prochaine édition, en tout cas la prochaine date importante pour vous, c'est quoi? Écoute, nous, si tout va bien, si on n'est pas en lockdown complet d'ici là, c'est du coup de faire cette édition best-of début décembre, avec du coup dans toutes les villes de France où on est présent, et avec voilà les tout meilleurs films qu'on a pu montrer par le passé. Et en simultané. Parfait. Cyril, merci. On croise les doigts pour que tout puisse se dérouler dans les meilleures conditions d'ici septembre. Et puis j'invite les auditeurs à se promener sur les sites internet de Montagne en Seine et de Offshore Festival pour découvrir cet univers. À bientôt, Cyril. Merci, à bientôt. Vous écoutiez All Access, le podcast de WizEvent, la solution de billetterie, d'inscription et de cashless pour les organisateurs d'événements. Pour prolonger cet échange, partagez, commentez et notez cet épisode sur vos plateformes préférées. Et pour nous rejoindre, rien de plus simple, media@wizevent.com.